Dans la présentation qu'on va vous faire cet après-midi avec Saïma et Julie, en fait, on présente des résultats d'une recherche qui se fait dans le cadre de l'Axe Travail qui est financé par l'Obvia. Et il y a plusieurs secteurs qui sont documentés, analysés dans cette recherche. Avec Saïma, nous, on se concentre davantage sur la dimension du secteur public, mais il y a d'autres secteurs comme l'énergie, comme l'aéronautique qui se retrouvent dans le projet. Donc, ce que je voudrais faire dans un premier temps pour un peu cadrer l'étude qu'on a réalisée avec Saïma, c'est de tout d'abord commencer par présenter quel est le potentiel de l'intelligence artificielle pour les organisations publiques. Parce que comme on l'a mentionné à plusieurs reprises dans le cadre de la journée, il faut voir quelle est la finalité de l'IA, à quoi elle peut servir. Et quand on parle du secteur public, on est dans un secteur qui est particulier, avec des ambitions différentes pour le développement de l'IA. Donc, l'enjeu de l'IA dans le secteur public, ça permet d'augmenter la productivité, la qualité des services. Il y a une volonté d'apporter une valeur ajoutée, notamment une meilleure qualité des services. Et quand on parle de cette meilleure qualité de service, on parle de la réduction du fardeau, de la charge administrative, on parle d'une meilleure identification des besoins des usagers et de la satisfaction des besoins de ces usagers. Mais ce qu'on retrouve également beaucoup dans le développement de l'IA dans le secteur public, c'est une recherche de gains d'efficience, donc des gains en matière de gains de ressources, que ce soit le temps, le coût des projets, le coût de la production des services, que les ressources humaines nécessaires pour accomplir le travail, mais aussi pour produire les biens et les services publics, et ultimement une volonté d'améliorer des gains d'efficacité, donc de renforcer la capacité des organisations publiques à remplir leur mission. Quand on regarde le développement de l'IA dans ce secteur d'activité bien spécifique, on observe qu'il y a un certain nombre de défis qui se posent aux organisations publiques pour développer l'IA, puisque c'est un moyen qui permet d'améliorer la performance des organisations, mais néanmoins, en fonction des caractéristiques du secteur public, on observe que ce n'est pas un milieu dans lequel, naturellement, on va être les plus prompts, les plus enclins à développer de l'IA. Dans certains cas, on le voit pour des pratiques innovantes dont fait partie l'IA, il y a une tendance à inhiber l'adoption de ces pratiques, puisque le secteur public, c'est un secteur d'activité qui demeure assez complexe et où il y a un certain nombre d'enjeux à surmonter. Donc, par exemple, c'est un secteur dans lequel il y a une plus grande aversion au risque de la part des décideurs, de la part des gestionnaires publics. C'est un secteur particulier parce que régulièrement, on fait face à un cycle électoral où les mandataires publics remettent en jeu leur mandat, ce qui peut plus ou moins accélérer ou freiner certaines initiatives dans les organisations publiques. Il y a également un environnement dans lequel il y a beaucoup de procédures, de règles qui vont encadrer le développement des projets. Certains qualifient cet environnement normatif d'une certaine bureaucratie, d'une rigidité bureaucratique. Et tout ça fait en sorte qu'on observe parfois une sorte de résistance au changement pour des initiatives de réforme, que ce soit l'implantation de l'IA, mais d'autres réformes de transformation de l'administration publique. Donc, je pense qu'avec le portrait que je viens de brosser, on peut dire que naturellement, l'IA n'est pas, le secteur public n'est pas un environnement prompt à intégrer facilement de l'IA. Donc, nous, ce qu'on a fait dans la recherche, c'est d'essayer de comprendre comment ça se passe dans un certain nombre de secteurs, comment des organisations peuvent développer de l'IA. Et on a fait une recherche empirique dans 3 organisations publiques québécoises en analysant le processus d'implantation. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était comprendre comment se développaient les projets d'introduction de l'IA dans certaines organisations, comment ça fonctionnait ensuite par rapport à l'implantation de l'IA. Le rapport qui est issu de cette recherche est disponible sur le site de la chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique. Et notre objectif, c'était de pouvoir cerner les besoins et les attentes liés au projet en IA, mais aussi de comprendre les spécificités de ces projets, parce qu'on va le voir, ce sont des projets d'innovation qui ont des répercussions et qui vont en général calquer certaines caractéristiques de l'organisation.
Donc, l'enjeu de la gouvernance des organisations va se refléter dans la gouvernance du développement des projets de l'IA. Et ce qu'on voulait voir aussi, c'est d'identifier des pratiques prometteuses en matière d'implantation de l'IA. Le travail qu'on a réalisé, ça s'appuie donc sur cette recherche empirique, mais également en parallèle avec la chaire de recherche, on fait ce qu'on appelle des fiches métiers, des courtes notes de synthèse sur la transformation des métiers. Les documents sont également disponibles sur le site de la chaire. Actuellement, il y a 6 fiches qui sont disponibles pour les métiers d'avocat, de comptable, d'actuaire, de gestionnaire, d'adjoint administratif et de préposé au renseignement. Et il y en a 2 autres qui arrivent sur l'IA dans la gestion des ressources humaines et dans l'IA pour la gestion documentaire. Et donc, en regardant un petit peu cette évolution, cette transformation des métiers, ça nous permet d'alimenter nos réflexions par rapport à ce qu'on peut observer dans le secteur public. Donc, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur la méthodologie de la recherche, mais simplement, je veux mentionner qu'on a réalisé donc une recherche dans 3 organisations différentes qui ont développé des systèmes, des solutions d'intelligence artificielle différentes. Et dans chacune des organisations, on a fait 6 ou 7 entrevues, donc en tout une vingtaine d'entrevues semi-dirigées, avec les principaux acteurs impliqués dans le développement de ces solutions d'intelligence artificielle, que ce soit des responsables des secteurs TI, des gestionnaires, des employés qui sont concernés par le développement de l'IA. Et donc, on avait 3 technologies d'IA différentes qui ont été analysées. Dans une organisation, c'est l'IA qui sert à faire un traitement automatique de demandes de requérants. Dans un autre cas, l'IA sert à faire de la transcription de la voix au texte dans le cadre d'un centre d'appel public. Et dans le dernier cas, c'est une organisation qui développe un assistant intelligent contextuel. Donc, on voit des finalités différentes de l'IA. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que tout d'abord, ces 3 technologies qui ont été développées répondent à des besoins différents. Donc, on a essayé de comprendre à quels besoins répondait le développement d'une solution d'intelligence artificielle. Et donc, en général, il y a un besoin très spécifique. Dans un certain cas, c'est en raison d'une rareté de main-d'œuvre qui s'explique et où on va vouloir développer de l'IA pour continuer à pouvoir fournir les services qui sont nécessaires. Dans d'autres cas, des organisations vont recourir à l'IA pour davantage moderniser leurs services et vont réfléchir à l'apport que peut avoir l'IA dans le fonctionnement de l'organisation. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est des points communs entre les 3 organisations par rapport à ces besoins. Et un élément qui est ressorti, et ça faisait un petit peu partie de l'intervention de ce matin de Jacques Priol, qui parlait de l'enjeu de l'intérêt général dans le partage des données. Ce qu'on a pu observer par rapport à l'IA dans le secteur public, c'est que les organisations mettent l'accent sur la valeur ajoutée pour les usagers. Donc, on réfléchit à quelle peut être la valeur ajoutée de recourir à l'IA pour les usagers. Et ce qu'on a également observé, puis ça, c'est davantage Saïma qui va le développer dans quelques instants, c'est un cycle et une réception qui est la même par rapport à l'IA pour les employés. Saïma va vous parler un petit peu de ce cycle tout à l'heure, mais c'est vraiment des points communs. Donc, c'est les caractéristiques communes du développement de l'IA dans le secteur public. Et ce qu'on a pu observer également, c'est que l'ensemble de ces projets évolue en général par essai-erreur. Donc, c'est un processus qui fait en sorte qu'à certains moments, on va se heurter à certaines difficultés, on va renoncer, on va abandonner un projet. Et donc, vous voyez que ce fonctionnement par essai-erreur, mais il est un petit peu contre-intuitif dans le secteur public où, en général, on a des procédures qui sont très organisées et où on est dans un environnement moins ouvert à cette prise de risque parce qu'il y a l'enjeu de la confiance et de la légitimité dont on a parlé abondamment ce matin qui va être à prendre en considération. On voit mal une organisation publique, je ne vais pas citer de nom maintenant, mais on voit mal l'organisation publique annoncer en disant on a essayé, ça ne fonctionne pas, revenez nous voir dans 15 jours pour avoir droit aux services et aux biens publics auxquels vous aspirez. Donc, il y a une importance d'assurer cette continuité dans la production des services. Ce que l'on a observé dans les 3 cas qui ont été analysés, c'est que, en général, le développement de l'IA
va faire en sorte qu'on va avoir des structures organisationnelles, des structures de gouvernance particulières avec des unités responsables de l'innovation qui vont être créées, avec un environnement où les organisations publiques ne vont pas développer d'une manière autonome l'IA. Donc, il y a un recours aux firmes technologiques externes avec ces partenariats de l'écosystème de l'IA au Québec qui se retrouvent. Et ce qu'on a observé, c'est que les organisations vont avoir des équipes de projets composées de gestionnaires, d'informaticiens, et où on voit vraiment une évolution par rapport aux grands projets technologiques du secteur public en général, où on a décloisonné ces projets technologiques. Jusque-là, les projets technologiques, c'était principalement piloté par le secteur des TI et de temps en temps, on allait voir le secteur des affaires vers la fin, alors qu'ici, on observe davantage une intégration du secteur des affaires et du secteur des technologies plus rapidement dans le processus. Et ce que l'on a pu observer aussi, c'est qu'on a des modèles de gouvernance assez variés dans le développement de l'IA, avec une organisation dans laquelle on est vraiment dans l'approche top-down classique, l'approche verticale classique que l'on connaît dans l'administration publique, mais dans deux autres organisations, on a vu une implication plus grande des employés depuis la conception jusqu'au développement du projet. Et dans une troisième organisation, il y a vraiment une approche qui se veut très inclusive avec des représentants d'autres départements, comme des représentants des ressources humaines, des représentants du secteur des communications, pour qu'il y ait davantage de transparence pour tous les membres de l'organisation. Je vais laisser la parole maintenant à Saïma pour qu'elle nous présente les répercussions donc, de l'IA auprès des employés du secteur public. Merci beaucoup, Steve. Bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Oui, j'enchaîne avec la réaction des employés à l'arrivée de l'IA et la question de l'acceptation de cette technologie qui constitue justement l'un des défis les plus importants pour les organisations qui se lancent dans ce genre de projet. Et à partir des 3 cas étudiés, on a constaté que l'arrivée de l'IA va susciter un mélange d'émotions. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de curiosité au début, qui sont mélangés aussi à un certain manque de confiance par rapport à cette technologie, à la fiabilité en fait de ces outils, ce qui est dû en grande partie à l'incompréhension de ces outils, à leur manière de fonctionner. Donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de méfiance par rapport à l'outil au début. On a constaté également qu'il y a aussi un sentiment de méfiance et un sentiment de peur, donc la peur d'être remplacé par une machine, même si dans les 3 cas étudiés, on doit le souligner, il n'y a pas eu de perte d'emploi, mais les employés ont été tous traversés par ces idées en apprenant qu'on va utiliser un outil d'intelligence artificielle dans l'organisation. En analysant le développement des perceptions des employés, on a trouvé que le processus d'acceptation dépend en grande partie d'abord de l'impact de la technologie sur les routines de travail. Donc, quand l'outil ne vient pas bouleverser la routine des employés, il est accepté plus rapidement. C'est le cas de la première organisation où on avait implanté un outil qui fait l'automatisation complète des demandes des citoyens. Donc, on a posé beaucoup de questions au début, mais on s'est vite habitué à la présence de l'outil et on le considère aujourd'hui comme indispensable. Et là, je pense que c'est un petit peu paradoxal parce que c'est ce genre d'outil donc qui fait l'automatisation complète, qui est peut-être qui risque de remplacer les travailleurs, mais on a vu que dans le contexte de cette organisation, la méfiance envers l'outil a vite disparu et on le considère vraiment comme aujourd'hui indispensable dans le processus de travail. Et ce qui a aidé à cette évolution, c'est en fait, la meilleure compréhension de l'outil et de sa logique de fonctionnement. Donc, plus on apprend sur l'outil, plus on est rassuré. Et on est rassuré sur 2 aspects en même temps. Donc, d'un côté, on est rassuré sur son emploi parce qu'on comprend mieux les limites de l'outil. On sait que la machine n'est pas capable d'aller plus loin et il y a certaines tâches qui vont rester toujours, donc qui vont être toujours réalisées par les humains. Et en même temps, on est rassuré par rapport à la précision des résultats et à leur qualité parce qu'on comprend mieux comment raisonne la machine, quels sont les critères qu'elle prend en considération. Donc, la confiance, elle va s'installer petit à petit. Mais aussi, la confiance,
elle va s'installer, l'acceptation, elle s'installe au fur et à mesure que les solutions sont aussi améliorées et sont adaptées au contexte de travail. Ça démontre ça aussi l'importance de la phase d'essai et de mise au point des outils. Et on l'a observé dans le cas des 2 premières organisations qui sont rendues à la mise en œuvre de l'outil. On avait consacré beaucoup de temps à améliorer l'outil, à le développer pour le rendre vraiment conforme au contexte de travail des employés. On a relevé ensuite certaines stratégies que les organisations mettaient en œuvre pour favoriser l'acceptation des employés. D'abord, c'est de commencer très tôt la gestion du changement. Donc, il faut aller chercher l'appui des personnes concernées par le changement assez rapidement, donc dès l'amorce du projet. Donc, informer les employés qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ensuite, c'est ça, Steve a parlé tout à l'heure de l'approche inclusive qu'on a vue dans l'une des organisations. Donc, ça, c'est quelque chose qui prépare justement le terrain à une meilleure acceptation et favorise la diffusion et le partage de l'information autour du projet, ce qui semble être justement une des clés de succès pour favoriser le sentiment de confiance et faciliter l'acceptation de cette technologie. Donc, il est important de communiquer de manière transparente et rassurante autour de l'outil. Rassurer, évidemment, comme on l'avait dit tout à l'heure, par rapport aux emplois, discuter des peurs, des craintes, et puis éviter de laisser un sentiment de doute ou une peur de l'inconnu. Les acteurs qu'on a rencontrés recommandent aussi d'expliquer clairement les objectifs derrière le changement. Donc, comme on l'a vu dans le cas de l'une des organisations, c'était pour pallier le manque de personnel. Dans le cas de la deuxième organisation, c'était pour faciliter le travail des employés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, expliquer pourquoi on a recours à ces technologies. Et puis aussi, c'est important d'expliquer la valeur ajoutée que les employés vont pouvoir en tirer versus l'effort que les employés doivent fournir avant de pouvoir vraiment tirer des avantages. Parce que dans le cas de l'une des organisations, donc la mise en œuvre s'est faite dans le cadre d'un projet pilote et on l'a vu, donc l'outil qu'ils ont commencé à tester au début était très peu développé, donc très basique, ce qui a découragé les employés qui le testaient au début. Donc, l'outil ne les aidait pas du tout, donc beaucoup voulaient carrément se retirer de l'expérience et les gestionnaires se sont rendus compte après qu'il fallait leur expliquer qu'il y a encore du chemin à faire avec les développeurs et les concepteurs pour pouvoir adapter cet outil-là au contexte de travail de ces employés et pour qu'ils puissent répondre adéquatement à leurs besoins. La troisième stratégie consiste justement à impliquer les futurs utilisateurs dans la phase de développement pour mettre à profit leur expérience et leur connaissance de leur métier. Donc, c'est eux qui vont pouvoir alimenter et inspirer les concepteurs. L'avantage, c'est que les personnes qui sont impliquées vont développer un sentiment de confiance envers cette technologie parce qu'ils vont voir comment elle est développée, comment on essaie de l'arrimer avec leurs besoins et leurs conditions de travail. Et puis, il y aura moins de résistance plus tard de la part du reste des employés de l'organisation quand ils vont savoir que l'outil n'a pas été imposé du haut de la hiérarchie, mais au contraire, il a été développé par des collègues. Et puis, les personnes qui étaient impliquées vont pouvoir faire aussi le pont entre l'équipe du projet et puis le reste des employeurs, ce qui pourrait donner plus de crédibilité au discours sur le nouvel outil. En dernier lieu, donc, on recommande une bonne gestion de la phase d'implantation pour faciliter l'acceptation. Et une bonne gestion, ça peut se traduire par plusieurs gestes selon le contexte. Par exemple, soutenir et accompagner les employés qui peuvent se sentir isolés ou sous pression, comme j'ai parlé des employés qui participaient au projet pilote. Donc, les gestionnaires, ils ont réussi à les soutenir et à les écouter, à les rassurer au moment où ils voulaient plutôt se retirer du projet, ils ne comprenaient pas la valeur ajoutée pour leur travail.
Puis la bonne gestion pourrait se traduire aussi par une introduction des changements de manière progressive, donc éviter d'avoir beaucoup de changements à la fois. On l'a vu aussi également dans le cas de cette organisation où il fallait installer un outil avant de commencer à utiliser l'intelligence artificielle, fait qu'il y avait une technologie au préalable qu'il faudrait installer. Donc on avait commencé par ça quelques mois avant pour que les employés aient le temps de s'habituer à cet outil-là pour ensuite introduire la solution d'intelligence artificielle, donc éviter d'avoir plusieurs changements à la fois. Il est aussi conseillé d'introduire les solutions d'intelligence artificielle par vague d'employés, donc idéalement ne pas commencer par tout le monde à la fois pour faciliter la gestion du changement pour les gestionnaires, mais aussi parce que les employés ont des capacités d'adaptation variables, puis aussi pour avoir une continuité dans le service également. Mais là, c'est très important de réussir la première vague de changement, donc la première vague d'employés, pour donner un exemple de succès pour la suite du projet. Alors ensuite, voilà, une fois qu'on a franchi la phase d'adaptation et que les outils sont bien installés, donc on se demande maintenant quel est concrètement l'impact de l'intelligence artificielle sur les processus de travail. Ici, on se réfère particulièrement à deux organisations, donc celles qui étaient rendues à mettre en œuvre leurs outils. Alors, on constate que les effets sont plutôt sont positifs et ça rejoint beaucoup ce qu'on lit dans la littérature. Donc, les solutions d'intelligence artificielle prennent effectivement en charge les tâches lourdes, chronophages et répétitives, ce qui permet aux travailleurs de se consacrer à d'autres tâches, donc aux tâches qui exigent des capacités complexes de réflexion, de jugement et d'interprétation, de créativité aussi. Donc, dans le cas de l'une des organisations où l'outil faisait l'automatisation complète, donc qui traitait de façon complètement automatique les demandes des citoyens, on a vu que les employés prenaient en charge les cas difficiles, les cas qui exigeaient plus d'analyse et de réflexion. Et puis, voilà, la machine, elle faisait en fait l'automatisation de seulement deux cas, deux cas de demande. C'était les demandes les plus faciles, celles qu'on a pu automatiser, mais pour le reste, donc où on avait besoin de plus de jugement, c'est toujours des agents humains qui s'en occupent. De la même manière, donc la présence de l'IA permet aux travailleurs de se consacrer davantage à des activités qui exigent de l'interaction humaine, parce que dans l'une des organisations, donc l'outil était installé dans un centre d'appel, donc ce qui a permis aux agents de se concentrer davantage sur l'échange qu'ils avaient avec les citoyens pour mieux documenter donc la situation qui était exposée par les citoyens, les guider et essayer de trouver les réponses adéquates à leurs demandes. Et puis, l'outil, c'était en fait un outil de transcription. Il faisait la transcription automatique donc des appels. L'outil était là en soutien donc à ces travailleurs pour leur faciliter la tâche et il prenait la transcription, donc prenait en charge la transcription de manière automatique parce qu'auparavant, les employés, ils prenaient des notes au même temps qu'ils répondaient aux citoyens et puis après l'appel, ils vont rédiger donc la note qu'ils vont transmettre au service concerné par l'appel. On parle de la demande des citoyens. Donc, un autre effet en fait de l'implantation de l'IA qui n'a pas été forcément observé dans cette étude, mais qui est largement cité dans la littérature, qu'on a vu largement par rapport aux fiches métiers qu'on avait développées et que Steve avait parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait l'IA favorise l'implication des employés dans la planification stratégique et tout ce qui est processus décisionnel et résolution de problèmes au sein de l'organisation, grâce justement à la production de modèles prédictifs et d'estimations basées sur des scénarios. Donc, tout ça nous amène à conclure que les responsabilités des employés peuvent évoluer de manière positive grâce à l'implantation de l'IA et que ce qui est susceptible en fait de conduire à une meilleure satisfaction au travail. Alors,
Maintenant, si on regarde l'ensemble du processus d'implantation de l'IA, donc mis à part le défi de l'acceptation de l'IA qu'on a développé tout à l'heure, donc les organisations rencontrent plusieurs autres difficultés ou obstacles, si je peux dire, qui commencent assez tôt dans le processus, avec d'abord la difficulté de recruter et de retenir des experts en intelligence artificielle en raison de la pénurie de ces compétences, donc notamment dans le contexte du Québec. Ce n'est pas évident non plus pour les organisations du secteur public de mener des projets d'innovation et de composer avec un cadre réglementaire que donc les acteurs qu'on a rencontrés jugent stricts et exigeants par rapport au secteur privé. On nous a beaucoup parlé notamment de la gestion des contrats publics, de l'approvisionnement, mais aussi du financement des projets publics. Il y a ensuite la question de la disponibilité de données de qualité pour le développement des solutions IA. On a vu que des projets peuvent être abandonnés au cours du processus parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de données de qualité. Et puis l'autre élément crucial concerne la confidentialité et la sécurité, évidemment. Puis les organisations publiques sont très à cheval par rapport à ces questions-là. Donc il faut s'assurer d'anonymiser les données. Donc voilà, des fois on doit faire des choix sécuritaires pour ce qui est, par exemple, des fournisseurs qui vont assurer le stockage des données. Donc on va opter plus pour des solutions à code source ouvert où on pouvait garder donc les données stockées à l'interne en fait plutôt que de les confier à des fournisseurs de technologies où on n'est pas certain donc qui pourrait accéder ou où sont stockées ces données. Sinon, une fois que les solutions sont prêtes, il faut s'assurer de leur fiabilité, de leur performance. Donc, ça nous ramène ici à toute la phase d'essai et de mise au point des outils. Donc, on fait beaucoup d'opérations de contrôle qualité au début pour s'assurer, notamment dans l'organisation, on a fait le traitement complètement automatisé, qu'il y avait beaucoup d'opérations de contrôle qualité. Puis, c'est très important, on l'a constaté pour les organisations parce que c'est leur crédibilité qui est en jeu. Alors, à plus long terme, donc un autre défi, c'est d'assurer la pérennité des solutions parce que les technologies sont rapidement dépassées, le coût de la maintenance n'est pas à la portée non plus, et puis ajouter à cela la difficulté de trouver les compétences pour faire ces mises à jour. Donc, tout ça n'est pas évident. Bon, je ne reviendrai pas à la question de l'acceptation, mais voilà, ça nous donne une idée sur les différents facteurs que les organisations doivent prendre en considération ou auxquelles elles doivent penser dès la planification des projets. Donc, peut-être juste une dernière diapo pour synthétiser. Donc, à l'issue de notre étude de cas multiples, voici donc, si on peut dire, les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour relever les défis de l'implantation de l'IA dans les organisations publiques en particulier, mais peut-être aussi dans les organisations de façon générale. Donc, privilégier peut-être les objectifs d'affaires plutôt que simplement essayer de suivre les tendances technologiques ou donc tenter d'être à la pointe de la technologie, mettre en place une approche inclusive en impliquant les employés dans les étapes différentes étapes donc du processus, désigner un leader qui mène le projet. Ça, c'est un élément très important qu'on a observé parce que les différents cas montrent qu'il y a toujours un leader derrière le projet, l'implication directe de la direction ou encore du gestionnaire de projet, dans les trois cas, a joué un rôle vraiment décisif dans la propulsion des projets au départ, mais dans leur évolution et leur succès. Donc, ça prend toujours une personne qui va pousser malgré les difficultés et malgré l'incertitude de ce genre de projet d'innovation. Aussi, c'est important d'accepter de revenir sur ses pas et ses décisions. Donc, comme je viens de le dire, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un processus d'innovation, de recherche. Steve l'a mentionné tout à l'heure, on avance par essai et erreur. Donc, il faut accepter de reculer des fois
pour mieux avancer. Prendre le temps pour la mise au point du projet, comme on l'a vu, avec les différentes phases de test, de contrôle de qualité, expliquer le fonctionnement de l'outil et le démystifier, accompagner les employés dans la phase de transition. Donc, tout ça pour favoriser l'acceptation de l'outil par les employés. Et je finis là-dessus, Steve. Donc voilà, notre rapport est disponible sur la page de la chaire, donc notre chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique. Merci. Donc, je voulais un peu ajouter à ce que nous a présenté Saïma et Steve en vous présentant un peu une perspective de relations industrielles. Donc, on va faire un peu le zoom sur les enjeux pour les relations de travail dans l'utilisation de la donnée au travail. Donc, brièvement, c'était simplement pour situer un peu mon propos, c'était de dire que la gouvernance algorithmique, bon, dans le secteur public, effectivement, on cherche à améliorer l'efficacité dans la prestation des services publics. Et à ça s'ajoutent bien sûr de multiples formes de préjudices. Donc, on en a parlé ce matin, les biais, la discrimination, la confiance dans les institutions. Mais moi, je vais plutôt mettre l'accent cet après-midi sur l'effet de l'augmentation de la captation et de l'utilisation des données pour ce qui concerne les relations de travail, et je vais vraiment cibler là, la relation superviseur-employé et connaissance tacite. Alors, vraiment brièvement, ici, on voit que l'introduction de la technologie historiquement dans les milieux de travail a toujours été d'abord un outil au service de la productivité ou de l'augmentation des gains ou de l'augmentation de la création de valeur. Donc, ce qu'on utilise un peu comme angle d'analyse ici, c'est de dire que les effets s'inscrivent encore dans la dimension capital-travail. Et à ça, on veut situer que l'outil technologique s'inscrit dans le couple conception et exécution qui souvent va donner la conception à la gestion, la conception du travail et l'exécution aux travailleurs. Dans le cadre du projet financé, dans le cadre du projet avec l'Obvia, on essaie d'aller chercher une variété de contextes et d'applications de l'IA dans différents secteurs. Donc, on a effectivement les secteurs industriels, qui est un secteur que j'étudie dans le milieu de l'industrie de l'aérospatiale. Et il y a également le secteur des services, donc qui vient de nous être présenté. Et un peu au cœur qui fait la jonction de ces deux secteurs, c'est l'utilisation des données, des capteurs et des analyses de données que l'on va mettre en forme de gestion algorithmique, donc qui va permettre également les fonctions de gestion du personnel. Alors voilà, ici, brièvement, je voulais vous présenter des données qui sont situées dans un autre secteur que celui de la gouvernance dans le secteur public, pour un peu faire discuter nos données, nos perceptions de ce qui se passe sur le terrain. Alors, je vous présente rapidement quelques données qui sont en cours de publication, donc qui visaient à voir comment est-ce que la gestion algorithmique transformait les fonctions de direction du travail, donc l'allocation des tâches, l'organisation du travail. Donc, l'évaluation également, donc comment est-ce que ces données étaient utilisées pour évaluer la performance des travailleurs et dans les cas où c'est utilisé en discipline. Donc, je voulais, peut-être que vous voyez là, il y a une première colonne qui traite du cas de Uber. Là, on n'en parlera pas beaucoup, mais simplement pour dire que ça, c'est comme un cas extrême ici où les fonctions de gestion dans les plateformes souvent sont rendues, les fonctions de gestion sont toutes sous algorithme. Donc, les fonctions de l'employeur sont vraiment invisibles. Donc là, vraiment, la relation supérieure-employé, elle est vraiment intégrée dans un algorithme et puis elle est rendue invisible. Maintenant, on a des milieux de travail un peu plus traditionnels, donc d'organisations de type bureaucratique qui vont un peu mieux se comparer, si on veut, à l'environnement de l'administration publique. Et donc là, je voulais vous présenter, en jaune, vous avez les résultats d'une
d'une étude qui a été faite auprès des travailleurs du CLIC, hein, dans un centre de données en Inde, donc dans vraiment un contexte vraiment différent, où effectivement le droit du travail est beaucoup moins développé et l'organisation du travail est vraiment encore celle des centres d'appel. Et donc, je vous explique un peu le contexte, ce sont des travailleurs qui sont employés officiellement par ces centres de données et les employés, leur tâche se veut celle de nourrir les algorithmes pour les entraîner à reconnaître des objets et des images au profit de certaines plateformes. Donc, les travailleurs sont des employés de ce centre de données, donc il y a un superviseur qui les gère, mais les données proviennent des plateformes qui transfèrent au superviseur toutes les données de l'exécution des tâches. Donc, à chaque fois que le travailleur s'est trompé, la plateforme enregistre cette donnée et peut la transmettre au superviseur. Et ce que ça fait, c'est que ça offre un contrôle algorithmique qui est encore plus fort, puisque les données de la plateforme sont transmises au superviseur qui, lui, est capable de faire une gestion encore plus serrée du rendement de ses travailleurs. Donc, vraiment, on a ici un cas où les données augmentent ou offrent plus de pouvoir encore au superviseur de gérer de façon très, très, très serrée ces travailleurs de plateforme, donc qui diminue d'autant l'autonomie des travailleurs. Maintenant, je me tourne vers le secteur privé manufacturier à Montréal, donc dans l'industrie de l'aérospatiale, où les algorithmes servent finalement à capter les données de production pour améliorer la production des pièces d'avion. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces données-là sont intégrées dans une plateforme qui va être sur tablette et qui va être donné au superviseur pour que le superviseur, finalement, puisse se promener sur le plancher et appliquer le script qui lui est fourni sur la plateforme, sur la tablette. Donc, ce qui rend le travail du superviseur déqualifié et qui rigidifie également la relation avec les machinistes sur le plancher, puisque tout est scripté et le travail, finalement, du superviseur est de mettre en application l'algorithme qui lui est donné à travers sa tablette. Donc, il y a également la déqualification du superviseur et les machinistes également qui se sentent dévalorisés puisqu'ils n'ont considéré, puisque maintenant leur connaissance tacite par expérience n'est plus calculée dans la production. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces observations sont généralisables? Alors, la réponse est évidemment que non, puisque, comme on l'a vu dans le secteur public, il y a toute une panoplie d'éléments qui entrent en cause, donc les logiques de secteur, privé, public, les types d'IA également sont utilisés, les institutions en place, les relations de pouvoir. Hein, ce matin, on parlait des relations et tout à l'heure, relations de pouvoir avec les ressources. Donc, effectivement, il faut les prendre en considération. Les mécanismes de gouvernance. Donc, toutes ces données-là qu'on essaie de mettre ensemble nous nourrissent dans nos hypothèses de travail. Et on aimerait, moi j'aimerais ici parler de la relation avec le superviseur et l'importance de la reconnaissance des compétences tacites. Pourquoi c'est important à notre avis? C'est parce que les connaissances tacites des travailleurs et leur autonomie pour les utiliser en vue de faire un travail de qualité a bien été documenté par le passé. Donc, selon la littérature, il existerait une réserve de productivité dans les milieux de travail et l'importance des qualifications tacites et du savoir-faire des travailleurs dans presque tous les systèmes de production a aussi été documentée. Donc, en imposant des scripts de travail et une prescription, une gestion algorithmique a le potentiel d'éliminer les temps morts et l'autonomie des travailleurs si elle est appliquée de façon très stricte et ce qui aurait, à notre avis, probablement un effet sur le consentement à la production et pourrait entraver la productivité à long terme. Donc, c'est une question empirique, hein? Donc, à regarder donc, les différents modes d'utilisation des connaissances tacites et leur place dans le processus de production de biens ou de services. C'est une question empirique à regarder.
Maintenant, les droits collectifs constituent également un outil fondamental pour rationaliser et limiter l'exercice des prérogatives managériales, parce que le droit d'utiliser la technologie est un droit de direction. Donc, ça pourrait permettre de contrebalancer une définition de la productivité qui n'est que définie par la gestion et qui ferait fi, dans le fond, des expériences situées et des connaissances situées et expérientielles et professionnelles. Donc, finalement, les mécanismes de gouvernance inclusive, hein, comme on a vu aussi dans la présentation de Steve et Saïma, donc peuvent amener ce rapprochement entre la conception et l'exécution qui permet, ça peut être dans un cadre de convention collective ou tout autre cadre ou mécanisme de collaboration, donc qui permettrait la prise en compte du travail professionnel et expérientiel et donc de rapprocher les travailleurs aussi des objectifs de productivité, mais tout en maintenant, hein, parce que ce qui est quand même important selon nous, c'est d'améliorer aussi la qualité de l'expérience du travail. Voilà. Merci pour votre écoute.